Mythes et complots avec Christian Page. Christian Page est avec nous. Christian, bonjour. Salut Benoît. En direct de la Californie. Oui, juste au-dessus de Los Angeles, en fait. Et tu fais quoi, là? Je suis à Palmdale pour y tourner des entrevues pour une série qui sera diffusée cet automne à Canal D, intitulée Jeux mortels. C'est une série qui traite du phénomène des enfants assassins, donc ce qui nous met assez loin du surnaturel et de la conspiration. Ouais. Mais enfin, bon, c'est quand même un phénomène social important, puis je pense qu'il faut en parler. Et donc, on est là pour ça, mais également, je te cacherai pas, Benoît, que sous le soleil de la Californie, j'essaie toujours de joindre l'utile à l'agréable. Donc, je suis toujours un petit peu en quête de mes histoires de fantômes, tant et si bien que, il y a quelques jours, je suis retourné pour la énième fois encore à la prison d'Alcatraz, dans l'espoir d'y dénicher quelques spectres. Mais je n'ai rien vu, puis je suis aussi allé à la maison de Sarah Winchester, que l'on dit est l'une des maisons les plus hantées des États-Unis. Ah oui. Et là encore, je suis revenu bredouille. Mais Alcatraz, c'est juste un prétexte pour aller à San Francisco. C'est dire que San Francisco, c'est quand même quelque chose. Hein? C'est vraiment une ville assez éclectique, beaucoup de marginaux. C'est vraiment, on comprend que le phénomène du peace and love est né. Il faut vraiment voir San Francisco pour comprendre que c'est ici. Que le phénomène du flower power, le phénomène hippie, peace and love, est né à San Francisco. Et quand on est dans la ville, on comprend qu'est-ce qui a amené un peu ce phénomène-là. Ouais, c'est une de mes villes préférées d'ailleurs. Bon, évidemment... difficile pour les suspensions automobiles, toutefois. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, la ville, quand on circule en voiture dans la ville de San Francisco, c'est continuellement des pentes, des buttes, etc. Ouais. Donc, c'est dur pour les freins, la suspension. La démission du pape Benoît XVI avait été annoncée, selon toi? Ben, en fait, tu vois, ici aux États-Unis, comme j'imagine partout dans le monde, la démission de Benoît XVI fait la une des journaux. Et avec cette démission un peu surprise, moi, je dois t'avouer que j'étais un peu étonné. Je me doutais pas qu'on pouvait démissionner d'une job de pape. Ouais, ça va. Mais enfin, et ça fait évidemment la une. Et bien sûr, dans les milieux occultistes, ésotéristes, on est sauté sur cette nouvelle-là et on nous a ramené sur le devant de la scène une histoire qu'on appelle la prophétie de Saint Malachie. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Malheureusement, non. Bon, ben... Mais je t'écoute. Je veux apprendre. Au parfum, en fait. Bon, en faisant un petit retour dans le passé, on se trouve en 1595 à Venise. Il y a là un moine bénédictin qui s'appelle Arnold de Villon, qui lui va publier un volumineux document à caractère religieux. Et dans ce document, on retrouve un court passage qui se veut en fait un repiquage de documents ésotériques qui a à peu près 5 pages et qui aurait été découvert 5 ans plus tôt. Ce qui est étonnant, c'est que ces documents sont prêtés à un type qui s'appelait Malachie d'Armagh. Et oui, et lui était un évêque d'Irlande qui aurait vécu au 12e siècle. Hein? Sa mort date de 1148. Donc, là, tu me suis. Hein? On a ce document écrit apparemment dans ce 12e siècle, et il faut attendre 400 ans pour que finalement on le retrouve dans une publication officielle. Et ce document écrit par ce Malachie d'Armagh, qui est aussi appelé prophétie de Saint Malachie ou encore la prophétie des papes, présente une liste de 112 papes qui, eux, vont être les successeurs de Célestin II. Et pour les besoins de nos auditeurs, Célestin II a été pape entre 1143 et 1144. Ouais, après Célestin I. Un règne d'une année seulement. Ouais. Et là, donc, à ces noms, donc, j'essaie de visualiser, tu as donc une liste de noms, et aux côtés de chacun de ces noms-là, il y a une sorte de devise écrite en latin. Et cette devise-là, certains la considèrent un peu comme étant une devise prophétique. Et à la mort de ce 112e pape, donc si on va complètement au bas de la liste, on nous dit que le 112e pape, et on le décrit de la façon suivante. Et là, je te fais une citation, on nous dit « Pierre le Romain marquera la fin du monde ». La citation, donc, dit « Dans la dernière persécution de la Sainte Église romaine siégera Pierre le Romain, qui fera prêtre ses brebis à travers de nombreuses tribulations. Celle-ci terminée, la cité des 7 collines sera détruite et le juge redoutable jugera son peuple. »
Là, on est au 112e pape. Et là, tu vas me dire, ben oui, mais comment on peut savoir que le 112e, c'est pas Benoît XVI et autres? Ben oui. C'est parce que le 111e pape de la liste est décrit comme étant la gloire de l'olivier. Alors, comme Benoît XVI a été élu peu de temps après le dimanche des rameaux, donc les oliviers de la prophétie, l'équation est simple. Après Benoît XVI, ce sera donc ce Pierre le Romain, et donc avec lui, la fin des temps. Bon, est-ce que, et là, évidemment, là, tout ça, ça fait un peu la joie des ésotéristes, des occultistes, qui nous ramènent ces prophéties, dis-je, apocalyptiques de la fin du monde, comme on a eu le droit en 2012. Mais là, on a un sérieux problème avec ces histoires de prophéties de Saint Malachie. Dans un premier temps, on n'est pas certain que les prophéties soient bien réelles. Donc, ce que je veux dire, c'est que le document n'a peut-être pas été écrit ou les citations latines ne sont peut-être pas forcément à caractère prophétique. On n'a pas non plus la certitude que ces écrits ont été de la main de Saint Malachie lui-même. Ça peut être des documents à caractère politique, des documents propagandistes qui auraient été écrits beaucoup plus tardivement. Donc, on n'a absolument aucune certitude là-dessus. Ensuite de ça, ces prophéties, un peu comme les prophéties de Nostradamus, sont évidemment beaucoup trop vagues pour tirer quelques conclusions que ce soit. Et ensuite de ça, et dernier élément, puis ça c'est peut-être le plus intéressant, c'est que dans les prophéties, un peu à la manière de Nostradamus, ce sont toujours des prophéties qui ne permettent pas de déterminer l'avenir, mais toujours après coup. Tu sais, ah oui, c'était écrit dans les prophéties de Nostradamus, mais jamais on peut dire ce que ça va nous annoncer. Mais là, l'interprétation de ces écrits, c'est vraiment tiré par les cheveux. Pierre le Romain, Bob le bricoleur, Christian le raconteur. Il y a rien de précis dans ces prophéties. C'est de la foutaise. Ben évidemment, c'est la position que moi je soutiens. C'est les amateurs de conspiration, les amateurs de scénarios prophétiques, apocalyptiques, sont très souvent à nous ressortir toutes sortes de citations excessivement vagues. Et ces citations, ben évidemment, c'est davantage le choix de leur interprétation qui amène le scénario de la prophétie ou le scénario apocalyptique plutôt que l'écrit lui-même. Tu sais, Benoît, dans les fameuses prophéties de Nostradamus, Nostradamus a écrit à peu près 1000 prophéties qu'on appelle les quatrains ou les centuries. Et dans ces prophéties, vraiment une seule était datée. Et la date que donnait Nostradamus était 1999. Été 1999, viendra du ciel un roi des frayeurs. C'est ce que disait Nostradamus. Et rappelle-toi, qu'est-ce qui s'est produit à l'été de 1999? Rien. Rien. Donc, on a 1000 prophéties, une seule est datée, et pour celle qui est datée, on fait chou blanc. Oh. Alors, comment peut-on nous ressortir ces autres prophéties lesquelles ne sont pas datées, et là, essayer de nous les accoler à des événements à caractère historique? Ouais. C'est exactement cette même problématique que l'on a avec les prophéties de Malachie. Bon, ça, c'est réglé. Les Américains, Christian, de plus en plus convaincus d'un complot, à quel sujet? Oui, voilà, cette semaine est paru dans la presse américaine un sondage assez intéressant qui a été réalisé par la Farley Dickinson University, c'est au New Jersey, et ce sondage montre que les 2/3 de la population américaine croient aux théories du complot. C'est assez surprenant parce qu'il y a 20 ans, un même sondage montrait qu'il y avait à peu près seulement 50% des Américains qui adhéraient à ces fameuses théories conspirationnistes. Et là, maintenant, donc, on est rendu aux 2/3. Bon, il faut dire que le sondage a été réalisé en décembre dernier auprès de 814 répondants, et les questions tournaient surtout autour des aspects politiques. Est-ce que vous croyez, par exemple, que George Bush, fils, a truqué les élections en Floride? Je n'oserais pas dire ça. Mais tu vois un peu le genre de questions. Et évidemment, on abordait aussi à travers ça des questions à caractère social très populaires auprès des amateurs de complot, comme bien sûr l'affaire du World Trade Center. Et à travers donc ces questions-là, près du 2/3 des sondés ont avoué être persuadés que les autorités avaient falsifié des informations ou avaient volontairement dissimulé des faits. Ce qui est très intéressant, ce qui ressort de ce sondage-là, c'est que les gens avaient d'autres questions aussi, on parlait de leur degré d'éducation, tout ça, et ce qui ressort, c'est que les amateurs de complot, et là, évidemment, je voudrais pas qu'on me fusille sur la place publique pour qu'est-ce que je vais dire en disant c'est une sorte de nivelage par le bas,
mais le sondage montre que les gens les moins bien éduqués, les gens les moins éduqués et les gens les moins bien informés de l'actualité, donc les gens qui ne regardent pas les nouvelles, les gens qui ne lisent pas les journaux, donc ils ont une connaissance excessivement limitée de l'actualité, sont généralement les gens qui adhèrent le plus facilement aux théories du complot. OK, donc, et là, ce sont des convictions, mais en général, là, c'est pas seulement sur le 11 septembre 2001, c'est pas seulement sur des événements précis. Généralement sur la politique en général, la transparence des autorités, la transparence des gouvernements. Donc, on faisait feu de tout bois à travers ce sondage-là. Et c'est donc ce qui ressort, c'est on ne croit plus, en fait, à l'honnêteté des autorités. C'est toujours un peu cette même question, est-ce qu'on nous ment? Et évidemment, le sondage semble aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que deux tiers des Américains croient que les autorités ne sont pas toujours honnêtes à leur endroit lorsqu'ils parlent des grandes questions sociales. Eh bien, quelle surprise. On s'arrête un instant. On est avec Christian Page. Mythes et complots avec Christian Page. De retour avec Christian Page. Christian, d'autres sujets pour cette chronique Mythes et complots. De quoi, qu'est-ce que tu veux dire une Nessie russe? C'est quoi? Une Nessie russe n'est pas une jeune femme aux attraits. Commence pas. Mais il s'agit en fait, Nessie, c'est le nom que l'on donne à la légendaire créature du Loch Ness. Oui. Et évidemment, lorsque l'on parle de monstre lacus, on fait généralement référence à Nessie, ou peut-être parfois plus près de nous, on va parler par exemple du monstre du lac Champlain. Mais ces créatures mystérieuses qui entraient les eaux de certains lacs, on en retrouve un peu partout à travers le monde. Et voilà que cette semaine, les autorités, les médias russes ont annoncé qu'une équipe de scientifiques avait peut-être localisé les restes de l'une de ces créatures dans un lac de Russie. Bon, évidemment, tu me diras que ce qui vient de la presse russe doit toujours être pris avec un grain de sel. Un petit peu. Et j'en rajouterai un ou deux aussi. Donc, les scientifiques ont expliqué qu'une équipe de plongeurs avait bravé les eaux glaciales du lac Labinkir. Ce lac est situé à 4500 milles à l'est de Moscou, en plein cœur de la Sibérie. Oui. Bon, et ce lac, et évidemment, ce n'est pas une destination balnéaire très populaire. C'est pas la Californie, hein? Le lac en question, Benoît, a depuis longtemps cette réputation d'être hanté par une créature lacustre que des habitants locaux décrivent comme une sorte de long serpent qui mesurait près de 10 mètres de long et qui serait muni d'une gueule énorme. Et ces gens-là ont baptisé cette créature du lac le diable. Hein? Je te passe le mot russe, là, mais c'est le diable. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on n'est pas en présence d'un groupe de chasseurs de fantômes ni de chasseurs de monstres. Là. La présence des scientifiques au lac Labincourt n'était pas de chasser le monstre, mais plutôt de documenter la géologie et la faune et la flore du lac. Parce qu'il faut dire que ce lac-là, de façon tout à fait scientifique, est une sorte d'énigme en soi. Hein? Ce lac-là, qui a à peu près 170 pieds de profondeur, avec des crevasses qui plongent jusqu'à 260 pieds de profondeur, ne gèle jamais. Il se trouve à 3000 pieds d'altitude et à l'extérieur, en l'air ambiant, peut descendre parfois à moins 89 degrés centigrades. Donc, comme on dit, c'est pas chaud pour... voilà. Oui, c'est pas chaud dans ton speedo, hein? Ah ouais. Et à la surface du lac, curieusement, et on ignore pourquoi, l'eau maintient toujours une température à peu près de 2 degrés centigrades. C'est quand même très très froid, mais le lac ne gèle jamais en entier. C'est bon. Et à cause de cette énigme un peu géologique, donc des scientifiques se donnent rendez-vous de façon périodique au lac pour étudier sa faune, sa flore, essayer de comprendre. Et déjà en 2006, une équipe de scientifiques qui s'était rendue sur place avec cet objectif de documenter la géologie très particulière du lac avait capté des échos sonores d'une mystérieuse créature lacustre. Et ces scientifiques-là, à leur retour à Moscou, avaient présenté à la presse mondiale ces fameuses images. Je dois t'avouer, pour les avoir vues, qu'on ne voit à peu près rien. C'est très spéculatif, hein. C'est une sorte d'ombrage que l'on voit sur un relevé radar, sonore, devrais-je plutôt dire, et on voit une forme qui fait à peu près 7 mètres de long. Je ne suis pas un spécialiste, mais à l'époque, les spécialistes avaient déclaré qu'il ne pouvait pas s'agir d'un banc de poissons nageant de manière serrée et qui avait donné ce faux
échos. On parlait bel et bien d'une créature unique qui avait donc 7 mètres de long. Et là, voilà donc que cette nouvelle équipe là, qui vient de revenir de ce lac nous annonce qu'ils ont trouvé, parce que eux ont essayé de documenter les profondeurs du lac, en faisant descendre des appareils à la fois acoustiques, des scanners, des appareils, des magnétomètres pour essayer de documenter le fond du lac. Et là, à l'interprétation, on parle bien, là, on n'a pas ramené à la surface quoi que ce soit, pas de vestiges, mais à l'interprétation de ces images qui ont été balayées par ces scanners, on voit apparaître des formes un peu mystérieuses, mais en même temps qui semblent avoir une sorte de logique dans la structure. Et là, les scientifiques nous annoncent qu'il doit s'agir des ossements d'une mâchoire ou encore des ossements de la fameuse dite créature du lac, donc ou l'un de ses congénères. Et là, bien évidemment, il n'y a aucune image sonore pour l'instant qui circule de ça. On n'a pas eu une analyse qui a été faite par d'autres scientifiques. On a donc essentiellement ce qui nous est rapporté dans la presse russe. Et comme on le sait, la presse russe nous lance souvent des ballons, mais souvent ceux-ci se dégonflent au gré de leur montée. On va suivre ça. Et pour conclure, Christian Page, anomalie de la mer Baltique, il y a un suivi à ça. Ouais, on en avait déjà parlé à plusieurs reprises dans l'émission. L'affaire remonte à 2011. Une équipe de chasseurs de trésors avait noté dans la mer Baltique. Et là, ça nous rappelle un peu cette histoire de monstre dont je viens de parler. Ils ont obtenu une sorte d'écho sonore où on voit une forme énorme qui se trouve à 80 mètres de profondeur. La forme fait 180 mètres de circonférence. À l'époque, les images avaient été présentées à la presse. On avait l'impression qu'il s'agissait d'une sorte de vaisseau spatial ou de soucoupe volante qui reposait sur le fond sableux de l'océan. Et déjà en 2012, l'équipe de recherche était retournée sur place. Ils avaient documenté cette forme qui n'était pas une aberration du sonar. La forme existe bel et bien. C'est une anomalie qui se trouve là au fond de la mer. Et là, voilà que l'équipe, l'automne dernier, y est retournée pour une énième fois. Ils ont envoyé des caméras. Ils ont documenté une sorte de gros pilier qui fait 8 mètres de haut avec une sorte de grande assiette par-dessus. Et là, on est à peu près convaincu qu'il ne s'agit pas d'une forme géologique naturelle. Ou bien il s'agit d'une construction de quelque chose qui a un vestige antidiluvien là, fait par les Atlantes ou un truc comme ça, ou bien, de façon plus prosaïque, il pourrait peut-être s'agir, selon certains experts, d'une arme allemande. Les Allemands auraient développé une sorte de grande soucoupe qui aurait été faite à la fois en béton avec des treillis métalliques, et ils l'auraient laissé couler de manière à pouvoir tromper les échos sonores des navires des forces alliées qui patrouillaient la mer Baltique. Donc, il faudra attendre de nouvelles plongées, ramener à la surface certains vestiges pour avoir une conclusion officielle. Mais de toi à moi, entre l'arme nazie et la soucoupe volante venue du fond du cosmos, l'arme nazie me semble plus vraisemblable. On va voir, on sait jamais. Non, le monde est plein de surprises. Oui, c'est ça. Donc, écoute, bon retour de la Californie. On se reparle la semaine prochaine. Merci, Christian Page. Ça m'a fait plaisir, Benoît. Salut. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été là. Merci à Larry, Alexandra et Maryse. On refait ça demain dès midi. Au revoir.